Nous allons commencer ce chapitre sur la décroissance radioactive par cette animation dont le sujet c'est la découverte de la radioactivité par Becquerel, cette découverte qui a bouleversé le monde de la physique au début du XXe siècle. Depuis la formation de la Terre, la radioactivité est présente dans toute la matière, celle qui nous entoure, celle qui compose le monde vivant. Tout est naturellement radioactif, le sol sur lequel nous marchons, l'atmosphère que nous respirons et les aliments que nous mangeons. Notre corps lui-même est radioactif. Ce n'est qu'à partir de 1896, grâce à la découverte d'Henri Becquerel, que la radioactivité est devenue un sujet d'étude majeur. Traitement de tumeurs cancéreuses et autres applications médicales, production d'énergie électrique et d'armes stratégiques de dissuasion, datation de vestiges archéologiques. Ces applications ont profondément marqué le XXe siècle. Comme d'autres à son époque, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen étudie les rayons cathodiques grâce au tube inventé par William Crookes vers 1875. En novembre 1895, lors d'une expérience, il découvre par hasard la présence de rayons inconnus, invisibles et distincts des rayons cathodiques. Il les appelle rayons X. Présentée à l'Académie des sciences de Paris, cette découverte attire l'attention d'Henri Becquerel, physicien français et spécialiste des phénomènes de phosphorescence. Il se demande alors si toutes les substances phosphorescentes émettent des rayons X et tente de le vérifier au cours d'une expérience réalisée en 1896 qui le conduira à découvrir la radioactivité naturelle. Becquerel utilise des sels d'uranium dont la phosphorescence a une très courte durée. Pour entretenir cette phosphorescence, l'échantillon doit être éclairé par le soleil. Et pour déceler leur rayonnement, il a recours à la photographie, un procédé dont il se sert couramment et qu'il maîtrise parfaitement. En janvier 1896, Becquerel enveloppe une plaque photographique dans du papier noir pour qu'aucune lumière ne puisse l'impressionner. Puis, il dépose dessus une plaque de cuivre et un échantillon de sel d'uranium. L'ensemble est laissé au soleil pendant plusieurs heures pour que l'échantillon soit stimulé par la lumière et reste ainsi phosphorescent. Lorsqu'il développe les plaques, il constate qu'elles sont impressionnées. Pour affiner ses résultats, Becquerel décide de reproduire l'expérience le 26 février. Mais ce jour-là et ceux qui suivent, le temps est très couvert à Paris. Comme il n'y a pas assez de soleil pour faire l'expérience, Becquerel range sa plaque préparée dans un tiroir. Le 1er mars 1896, le soleil n'est toujours pas là. Becquerel décide de développer quand même la plaque photographique, bien qu'il s'attende à la trouver faiblement impressionnée. Quelle surprise! La plaque photographique, qui n'a jamais été exposée aux rayons du soleil, est fortement impressionnée. Pour expliquer ce phénomène, Henri Becquerel émet une hypothèse. Avant d'être déposés sur la plaque, les sels d'uranium avaient emmagasiné une quantité considérable d'énergie lumineuse. Et c'est cette énergie, transformée en rayons X, qui a impressionné la plaque photographique. Pour vérifier son hypothèse, Becquerel dispose des composés d'uranium dans une boîte de plomb qu'il enferme dans son tiroir le temps que l'énergie lumineuse, éventuellement emmagasinée, disparaisse complètement. Ainsi, cet uranium ne pourra pas impressionner une nouvelle plaque photographique. 2 mois plus tard, Becquerel réalise l'expérience. Nouvelle surprise, la plaque photographique est quand même impressionnée. Becquerel retente l'expérience à plusieurs reprises et obtient le même résultat à chaque fois. Il en conclut que ce n'est pas l'énergie lumineuse emmagasinée par l'uranium qui impressionne la plaque. Becquerel élabore alors une deuxième hypothèse. Il suppose que l'impression de la plaque provient d'une certaine forme chimique des composants. Pour tester cette hypothèse, il reproduit l'expérience avec plusieurs composés d'uranium, phosphorescents ou non phosphorescents, puis avec des corps phosphorescents autres que des composés d'uranium, comme la fluorine ou le platinocyanure de baryum. L'impression de la plaque se produit avec tous les composés d'uranium, phosphorescents ou non, mais avec aucun des autres composés phosphorescents. Becquerel a ainsi démontré que l'émission de rayons par les sels d'uranium n'est pas liée à la phosphorescence,
que les rayons ne sont pas des rayons X, mais des rayons propres à l'élément uranium. Il les appelle rayons uraniques et communique ses résultats à l'Académie des sciences. Moins spectaculaires que les rayons X de Röntgen, les rayons uraniques de Becquerel suscitèrent, au départ, peu d'intérêt parmi la communauté scientifique. Il fallut attendre 2 ans et les travaux de Marie Curie, rejointe par son mari Pierre Curie, pour que l'importance de la découverte de Becquerel soit mise en évidence. En montrant que des corps autres que l'uranium émettent spontanément des rayons uraniques, ils ont défini plus précisément ce phénomène majeur de la nature qu'est la radioactivité, c'est-à-dire l'émission de radiation par une substance inerte sans apport d'énergie extérieure. Qu'a donc fait Becquerel? Il a suivi une démarche scientifique. D'abord, il a observé un phénomène et défini un problème. Ensuite, il a émis des hypothèses. Il les a testées jusqu'à résoudre son problème. Il a élaboré une théorie qu'il a ensuite validée. Alors après cette partie sur les ondes, contenant les 3 chapitres précédents, nous allons passer à une autre partie différente, celle de la radioactivité, et on va la diviser en 2 chapitres. Un chapitre sur la décroissance, sur la loi de décroissance radioactive, la décroissance radioactive, la loi de décroissance radioactive, et la notion de radioactivité et la datation. Ensuite, on va passer après à un 2e chapitre sur l'énergie du noyau. Mais avant de commencer ce chapitre, on va commencer ce chapitre avec cette introduction sur la constitution du noyau atomique. Parce que dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au noyau et non pas aux électrons qui tournent autour. Les électrons, nous nous sommes intéressés aux électrons lorsqu'il s'agissait de réactions chimiques. Les réactions chimiques, ils font intervenir les électrons qui entourent le noyau, qui tournent autour du noyau. Dans ces réactions, dans ce chapitre, on va s'intéresser aux réactions nucléaires. Ça veut dire qu'il se passe au niveau du noyau. Alors, d'abord, la structure du noyau, selon ce que nous connaissons avant, c'est que le noyau, il est constitué de 2 types de particules qu'on appelle les nucléons. Ce sont les protons et les neutrons. Alors, sur ce tableau, j'ai ici un nucléon, il peut être soit un proton, soit un neutron. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, d'abord, du point de vue masse, ils ont à peu près la même masse, 1,673 10 puissance moins 27, 1,675 10 puissance moins 27. Donc, ils ont à peu près la même masse. Mais le proton, il est chargé positivement, et la charge d'un proton, c'est plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ça veut dire la charge élémentaire, c'est l'opposé de la charge de l'électron. Alors, la charge élémentaire, en général, on la note E. Ça veut dire que la charge d'un proton, c'est plus E, et la charge d'un électron, c'est moins E. Le neutron, il est neutre. Ça veut dire que sa charge électrique, elle est nulle. Donc, du point de vue masse, ils ont à peu près la même masse. Du point de vue charge, ils sont très différents. Ensuite, un noyau. Le noyau d'un atome, il est caractérisé par 2 nombres. On différencie un atome, un noyau d'un autre, par ces 2 nombres. Alors, il y a d'abord le nombre de nucléons, ou bien ce qu'on appelle le nombre de masse. On note ce nombre A. C'est le nombre de protons et de neutrons, les 2 ensemble, ça veut dire la somme des 2. Ensuite, il y a le numéro atomique, ou bien le nombre de charges. C'est Z, c'est le nombre, ou bien c'est le nombre de protons contenus dans le noyau. Alors, ici A, c'est le nombre de protons et neutrons. Z, c'est le nombre de protons.
Donc le nombre de neutrons, on peut le déduire, c'est A moins Z. Ça veut dire nucléon moins proton, il reste le neutron. Et ce symbole, vous vous rappelez de ce symbole, le symbole d'un noyau quelconque, X. Alors X ici représente l'élément chimique. Ici j'écris en bas à gauche Z, le numéro atomique, le nombre de charge, et en haut, toujours à gauche, j'écris le nombre de masse A. Ça veut dire nombre de protons plus neutrons. En haut. Exemple. Alors, ici vous avez Cl, c'est le chlore. Le symbole du chlore, c'est de l'élément chlore, c'est Cl, 1735. Le symbole de l'oxygène, c'est O, 816. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces nombres? La lecture se fait de cette façon. 17, c'est 17 protons, ça veut dire que le noyau de l'atome de chlore, il contient 17 protons, et 35 moins 17, ça fait 18 neutrons. Parce que 35, c'est protons plus neutrons. L'oxygène, alors ce noyau, il contient 8 protons et 8 plus 8 nucléaires. Ça veut dire 8 protons plus 8 neutrons. Ça veut dire que ce noyau, il contient 8 protons et 8 neutrons. 8 plus 8, ça fait 16. Et je mets ici 16. Alors, ensuite, on va rappeler la notion d'élément chimique. Alors, l'élément chimique, c'est quoi? C'est l'ensemble des particules, bien d'atomes, qui ont le même numéro atomique Z. Exemple, l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, ce sont tous les atomes qui ont pour Z égale 1. Si je change Z en 6, alors ce n'est plus l'élément hydrogène, c'est un autre élément chimique, c'est le carbone. 8, c'est l'oxygène en passant par 7. 7, c'est l'azote. Par exemple, ici, l'uranium 92. Donc, chaque élément chimique, il est caractérisé par la valeur de Z. L'isotopie. Alors, ce phénomène d'isotopie, c'est quoi? Vous avez ici, par exemple, H1,1,1, H1,2, H1,3. Alors, puisque la valeur de Z est la même, le numéro atomique est la même, donc c'est le même élément chimique. C'est pour cela que j'écris ici H, H, H. Mais ce qui diffère entre ces trois noyaux, c'est le fait d'avoir ici 1, 2, 3. Alors ce 1 veut dire 0 neutron. Alors 1 proton et 0 neutron, 1 plus 0, c'est 1. Ici, 1 proton plus 1 neutron, c'est 2. Ici, 1 proton plus 2 neutrons, c'est 3. Donc, conclusion, la différence entre ces trois noyaux, c'est ils diffèrent par leur nombre de neutrons. Ici, vous avez 1 proton et 0 neutron, 1 proton et 1 neutron, 1 proton et 2 neutrons. Alors, ce sont des isotopes. Alors, les isotopes, ce sont des noyaux qui ont le même numéro atomique Z, mais un nombre A différent, ou bien un nombre de nucléons différent, ou bien un nombre de neutrons différent. Ils ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Et puisqu'ils ont le même nombre de protons, ils représentent le même élément chimique. Autre exemple, C612, C613, C614. Ça veut dire ici, alors ce noyau, il contient 6 protons et 6 neutrons. Celui-là, 6 protons et 7 neutrons. 6 plus 7 égale 13. Celui-ci, 6 protons et 8 neutrons. 6 plus 8 égale 14. Alors dans la nature, on trouve par exemple l'hydrogène sous la forme de ces trois, mais seulement à des proportions différentes. Par exemple, ici, alors dans ce cas,
H11, il se trouve à 99,99%, H12 à 0,010%, ça veut dire celui-là il est en très forte proportion, ça veut dire la majorité des noyaux d'hydrogène sont sous forme de H11 et un très faible pourcentage en H12 et encore un pourcentage minime, trop faible, de H13. De même pour le C612, le carbone dans la nature, la majorité des noyaux de carbone, ou bien le pourcentage le plus fort, il se trouve sous la forme C612. Un très faible pourcentage C613 et encore un très faible pourcentage C614. Ensuite, on va passer à la notion de nucléide. Faites attention, ces deux mots peuvent être confondus. Vous avez ici nucléons, les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Les nucléides, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de noyaux qui ont le même Z et le même A. Ça veut dire O816, O818. Ils représentent le même élément chimique parce qu'ils ont le même numéro atomique. Donc, on le représente par le même symbole. Seulement, ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Ce sont deux noyaux différents. Ce sont deux nucléides différents. Alors, voici un nucléide, voici un autre nucléide, voici un nucléide de l'uranium, 92-235, un autre nucléide 92-238, et en général, dans la nature, il y a presque à peu près 112 éléments chimiques, mais il y a plus de 1500 nucléides. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je dis l'hydrogène, alors ces trois, tous sont de l'hydrogène. Le carbone, et peut-être soit C612, C613 ou bien C614. Alors vous voyez qu'à un élément chimique peut correspondre plusieurs nucléides. C'est pour cela que le nombre de nucléides dans la nature, il est largement plus grand que le nombre des éléments chimiques qui est à peu près 112.